Non, en termes d'infos, décidément, nous ne sommes pas des veaux ou alors des veaux éclairés. Pour éviter de suivre et de subir aveuglément l'actualité, il est bon de temps en temps de prendre un peu de recul. Justement, pour cette émission rétrospective et en ces temps footballistiques, nous allons évoluer en 3-2-3. 3 sujets sélectionnés parmi ceux traités précédemment. Et ça fait pas 11. 2 bénéfices. C'est ce que je dis, il en manque. Vous me perturbez, messieurs. Ça fait pas 11. 2 bénéfices visés à travers cette émission, qui est bien sûr de vous éclairer dans la continuité et de confronter nos précédents éclairages au gré de l'évolution de cette actualité. Et à chaque fois, donc, 3 axes. Nous allons, avec vous, chers auditeurs, chères auditrices et ceux qui nous regardent, réactualiser le sujet. Bien sûr, voir le traitement médiatique, est-ce qu'il y a des leçons à apprendre pour nous qui ne voulons pas être des veaux, et bien sûr notre implication personnelle, est-ce que nous avons été inspirés le temps où nous avons parlé de ce sujet alors qu'entre-temps il a vécu sa propre vie. Voilà, donc évoluer en 3-2-3, ça fait pas 11, c'est une nouvelle sorte de football. Eh bien, je vais saluer donc les chroniqueurs habituels. Bonjour David. Bonjour. Voilà, et donc tu vas nous dire un des 3 sujets, c'est ça ? Oui, mais je trouve qu'il y a beaucoup de liens entre les 3 sujets qu'on va lier, et j'ai presque envie de faire un bouquet, mais non, mais le sujet de la bioéthique est quelque chose d'intéressant, puisqu'il y a un rapport qui a été fait depuis la dernière émission, et qu'on va pouvoir commenter. Donc un des 3 sujets, les états généraux de la bioéthique. Bonjour Bernard. Bonjour Philippe, bonjour David. Et donc un autre sujet ? Un autre sujet, j'ai envie de parler du CBD. Du cannabis. Ah, d'accord. J'ai un arrêt sur image tout d'un coup. Voilà. Donc le cannabis. Il en a abusé un petit peu malheureusement. Bon, mais voilà. Voilà, mais ceci est hors micro, bien sûr. Et donc bonjour Marc. Merci. Bonjour Philippe. Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. 3e sujet. Tu nous as lancé en disant on ne sera pas des veaux. Je me posais la question de savoir si à partir de juillet il ne fallait pas prendre la vitesse du veau pour rouler sur les routes. Ah, ça sent les mesures de sécurité routière dont nous avons débattu au mois de janvier, et notamment une des mesures qui est la limitation à 80 km/h. Et bien voilà, écoutez, cette émission rétrospective est lancée dans un instant, et nous allons reprendre ces 3 sujets du plus ancien au plus récent. Donc, à moins que je ne me trompe, le plus ancien que nous ayons traité, c'était au mois de janvier, et donc ça concerne effectivement la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires dépourvues de terre-plein central, etc., de séparateurs. Déjà, messieurs, cette actualité est-elle toujours aussi chaude ? Ah, elle est encore plus chaude. Puisque quand nous vous retrouvons aujourd'hui, eh bien, l'application sera réelle. Dès le 1er juillet. Ah, ça y est, ouais. Alors, la question qui se pose, qui moi je trouve une question un peu amusante, c'est le rapport de la loi à la mise en œuvre de la loi. Ouais. En l'occurrence, on entend beaucoup de parlementaires, d'élus locaux qui disent de toute façon, on ne mettra pas les panneaux qui répondent à l'exigence de la loi. La Creuse, notamment. Et je me dis, mais alors dans ce cas-là, s'il n'y a pas de panneaux, qu'est-ce que vaut la règle ? Je ne pourrais pas, si je n'ai pas respecté ces 80, faire référence au fait qu'il n'y a pas de panneau, puisque de toute façon, la loi doit être connue de tous. Donc voilà, je trouve que là, il y a un imbroglio qui m'interroge, et puis je me disais, quelle va être ma nouvelle pratique pour tenter de respecter ces 80 km/h sur nos routes. Et si vous voyez la tête attristée de Marc, mais vous la voyez en plus, on la voit. Le régulateur de vitesse, Marc. Ah, je sais pas comment ça marche, moi. Est-ce qu'il y aurait parmi nous quelqu'un qui serait prêt à faire un tuto sur Internet pour Marc en vous donnant la référence de sa voiture en antenne ? Un petit rendez-vous doit être prévu, signalez-moi. Donc le sujet, du coup, j'entends bien, il est chaud, puisque la date annoncée dès le mois de janvier de mise en œuvre, notamment dans cette mesure, et ça y est, on y est, décret d'application, décret d'application, on est en plein dedans, avec du coup quelques manifestations de fronde, en fait, c'est ça ? Les panneaux, ils vont quand même être installés, sauf que... pas partout. Moi, je pense que l'État va les mettre, sauf qu'il ne va pas pouvoir compter sur la contribution active de ceux qui râlent en ce moment. J'ai vu aussi qu'il y avait des associations, deux, qui ont déposé, je crois, un recours au Conseil d'État. Au Conseil d'État. Vous en pensez quoi, vous, messieurs, de cette manœuvre ? Je pense qu'ils s'engouffrent quand même dans une sorte de vague hésitation qu'ils sentent au niveau du gouvernement. Ah bon ? Je les trouve assez fermes, en tout cas, dans leur prise de parole. Le ministre de l'Intérieur a été... On ne peut pas dire
qu'il y ait unanimité. Et il n'était pas tellement chaud, c'est quand même un ministre important dans l'affaire. Monsieur Collomb, ouais. Et Gérald. Bon, moi j'ai un peu du mal à croire que ça va se mettre en œuvre comme ça, mais c'est vrai que ça va se mettre. Et je lisais quand même qu'il disait, il y avait une réflexion en disant peut-être qu'on pourra l'aménager ensuite, qu'on pourra revenir à 90 sur certaines routes. Donc ça a l'air d'être un flou. J'espère que ça va pas nous coûter trop cher en panneaux qui vont être jetés à la poubelle après. Moi, j'ai entendu qu'il y a on recycle, on repeint, peut-être. Oui, j'ai entendu qu'il y a une proposition de loi qui était de proposer justement de donner la main au préfet pour que le préfet puisse décider de manière décentralisée. Telle route est dangereuse, je la mets à 80, les autres je les laisse à 90. C'est le bazar, quoi, c'est ça? Bonjour, effectivement. Bonjour, la manière de voir un petit peu les choses. Ouais. Et puis, je me dis, bon, là aussi, c'est une mesure politique qui, sans doute, a son sens, qui est sans doute courageuse aussi, parce qu'on ne peut pas dire que ça soit une mesure très populaire en tant que telle, pas uniquement sur le plan politique, mais sur le plan des citoyens. Et en plus, elle va s'appliquer au moment des départs en vacances. Donc au moment où on va circuler sur nos routes, nos petites routes, etc. Oui, mais du coup, parce que c'est quand même une exigence, il va y avoir, a priori, si on veut que la loi soit appliquée, c'est qu'il y ait verbalisation si on ne respecte pas cette loi-là. Et de nouveau, alors j'ai pas vu quelles étaient les conséquences, tant sur le plan des retraits de points que sur le plan de l'amende en tant que telle. Mais je me dis, ça peut créer, s'il y a une volonté répressive forte, une forte mauvaise humeur. Il suffit de reprogrammer les radars fixes, par exemple. C'est pas compliqué, non Oui. Moi, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de radars fixes qui surveilleront ces routes à 80. Il y en aura peut-être certains à certains endroits. Ceux qui sont déjà installés oui, voilà, on va dire que là où ils sont, c'est à des endroits... Ils vont passer à 80. On va dire que là où ils sont, c'est à des endroits dangereux où peut-être personne ne sera spécialement contre qu'on ait baissé un petit peu la vitesse. Mais c'est le problème de la généralisation sur toutes les routes d'une limitation à 80 km/h. Et là se pose la question, ou bien ils rajoutent des radars automatiques, ou bien on met beaucoup plus de policiers et de gendarmes sur la route. Ce qui est toujours une bonne chose en fait pour faire vraiment baisser la mortalité et l'incivilité routière, c'est la présence policière et la certitude qu'on va en trouver. Les tuniques bleues. Si on se souvient de l'année où vraiment il y a eu une inflexion dans la politique routière et du coup dans le nombre de morts, c'est quand vraiment il y a eu à un moment donné en disant cet été il va y avoir des flics partout. Et ça, là tout le monde a levé le pied et ça a eu un impact. Et là, depuis il s'est passé du temps, il y a eu quelques évolutions sur l'accidentologie, mais surtout les policiers et les gendarmes ont quand même été occupés par plein d'autres choses, dont l'état d'urgence et tout ça, quoi. Alors peut-être que c'est une période, on va tenter cet été de remettre un petit peu comment dire, la pression sur les automobilistes pour qu'ils roulent bien, mais je suis pas sûr. Moi j'ai un peu l'impression que ça va être un peu comme le cannabis, ça veut dire qu'en fait on va pénaliser quelque chose, mais on va pas trop le verbaliser. David, on peut quand même dire, pour préciser, et ne faire que s'en réjouir, c'est que effectivement le taux de mortalité sur les routes françaises baisse depuis maintenant 3 ans. On arrive cette année, il y a une baisse importante et forte. Il faut s'en réjouir. C'est un drame que la mort sur la route. Est-ce que cette mesure-là va continuer à faire des effets dans le bon sens, c'est-à-dire à fortement diminuer le nombre de morts et le nombre de blessés? On verra bien. Maintenant, c'est de l'incontournable. Il va falloir s'y confronter et sans doute, au moins je parle pour moi, tenter de changer un petit peu mes pratiques de conduite. Bernard, qu'on le veuille ou non, oui, mais qu'on le veuille ou non, il faudra s'y faire, je pense. Mais il y a quelque chose que Marc disait tout à l'heure par rapport au mécontentement des automobilistes. Pour moi, ça fait écho à un des spots de la sécurité routière qu'ils sont en train de diffuser dans les salles de cinéma, les flyers 13 mètres, puisqu'on économise 13 mètres de fréquence de distance, paraît-il, en passant de 90 à 80. De distance de freinage. De distance de freinage, ce qui peut faire la différence. C'est superbe. Ça peut faire la différence. Mais il y a un de leurs spots qui dit, mais regardez, quand il a fallu instaurer la ceinture de sécurité, tout le monde a crié. Maintenant, tout le monde la met. Quand on est passé au taux d'alcoolémie, tout le monde a dit, mais qu'est-ce que c'est? En France, on boit du vin, c'est pas de l'alcool. Ça y est, tout le monde... Voilà. Donc, il y aura sans doute un effet un peu monté en température, même si on descend le thermomètre de 90 à 80. Wow, mais bon. Quelle belle image. Et du coup, est-ce que vous y croyez, vous, au fait que l'expérimentation pendant 2 ans, si jamais ça marche pas, on revient en arrière? C'est ce qu'Emmanuel Macron a dit. La vignette, c'était pour payer...
Moi, j'y crois. La retraite des personnes âgées. Donc toi, tu sens pas y croire parce que tu es assez ironique là, l'air de complètement. Rien. David y croit. Ouais, moi, c'est comme ça, un sentiment. Ok. Après, il y a eu des mesures nécessaires qui ont été prises à l'encontre d'une population, finalement la population s'adaptait. Ça ne veut pas dire que toutes les décisions après sont bonnes. Hein. Moi, je sens vraiment que ça flotte. Bon, flotte. Moi, Marc, j'y crois. Avant qu'on passe au deuxième sujet. Tout petit peu. J'y crois parce que je crois que derrière, c'est aussi une incitation à penser un peu différemment la réalité de la capacité de nos voitures, et en particulier en termes de vitesse. Et c'est de dire, il faut que l'on construise demain des voitures qui consomment moins. Et ça, c'est important. On sait que la vitesse fait consommer plus, soit plus sécurisante en tant que telle, et peut-être qui nous amène à penser notre philosophie, notre approche du transport un petit peu différemment. Voilà, vous avez compris, je ne suis pas obligatoirement un adepte, j'ai tendance à rouler trop vite, mais en même temps, je me dis derrière, ça rentre dans la logique d'ensemble, de comment repenser notre manière de vivre au quotidien pour penser notre rapport à l'environnement différemment demain, et donc notre rapport à l'autre différemment demain. Waouh. Du coup, est-ce que l'un d'entre nous aurait évolué? Apparemment pas, par rapport à notre opinion qui transparaissait lors de l'émission du début d'année par rapport à maintenant? Moi, j'étais pas là pour cette émission. Ah, il avait eu un retrait de points. Il faisait un retrait de points. C'est ça. J'avais peur de devoir avouer combien de poinds j'ai perdu. Ah oui, c'est vrai, j'avais commencé. Moi, j'ai l'impression d'être dans les mêmes dispositions. Okay. Je ferai ce qu'il faut faire pour garder mes points et pas donner trop d'argent pour une erreur de ma part. D'accord, très bien. Marc, une évolution chez toi Alors, l'évolution aujourd'hui, très clairement, si je vais être vrai avec moi-même, elle n'est pas manifeste. La question, c'est de se dire, on comprend bien que la route, c'est un espace partagé. Et un espace partagé sur lequel je suis, confronté à dire je peux être pressé, mais le pressé peut amener des drames. Et 2, c'est donc de m'amener à pouvoir dire je peux me déplacer, et finalement ce que nous disent à chaque fois les grands adeptes de la réduction de vitesse, eh bien finalement vous ne perdrez pas beaucoup plus de temps en roulant à 80 au lieu de 90. Voilà, on va voir. Alors s'il y a bien un argument pour défendre, pour être contre, que je ne partage pas, c'est effectivement les arguments, mais on est déjà enclavé, à 80 km/h ça sera pire, vous faites une différence avec les territoires ruraux, j'entends souvent cet axe d'argumentation, j'avoue que je ne le partage pas. En revanche, de mon côté, moi j'ai pas du tout évolué, je suis toujours pas convaincu par l'argumentation chiffrée et technique, puisque aujourd'hui, effectivement, le nombre de morts, s'il est stable ou s'il monte, ce n'est pas tellement, à mon avis, par rapport à ces routes, c'est par rapport aux personnes fragiles, donc piétons, les motards bien entendu, et les personnes de plus de 65 ans, et que la mortalité notamment des moins de 24 ans a baissé de 30% depuis 2010, donc les chiffres sont au vert. Donc pour moi, il manque au moins en termes de je suis prêt à être convaincu, mais il manque vraiment en termes de profondeur, et j'ai horreur qu'on stigmatise une population et qu'on la culpabilise, notamment avec les spots que vous évoquiez. Bon voilà, donc du coup moi je suis encore plus remonté qu'avant. Oui, alors je sais pas si c'est vrai, mais je crois avoir lu, et tant pis si c'est vrai, c'est dommage, que le rapport qui sert de base à cette réduction de la vitesse ne comporte aucun chiffrage de la réduction du nombre de morts avec cette réduction. On pourrait avoir une hyperéquation avec des trucs dans tous les sens, mais il n'y en a même pas. Plus globalement, moi, ce qui m'inquiète, c'est au fur et à mesure l'augmentation du nombre de choses qui sont interdites ou encadrées. Et plus globalement, c'est quelque chose, une tendance qui inflationniste, je trouve, qui m'inquiète. C'est pour ça que j'ai beaucoup de doutes sur le fait qu'on revienne en arrière. Bon, ce que tu disais, juste pour terminer, Marc. Philippe, parce que c'est vrai que c'est... je ne peux pas me défaire d'un certain amusement, et en même temps, j'entends ça avec non pas une sympathie, mais une vraie attention. C'est le monde rural dit, mais nous, on n'a pas d'autoroute. On n'a pas de lieu. Et notre quotidien, c'est de pouvoir nous déplacer, et souvent nous déplacer assez rapidement pour faire nos 45, nos 50 kilomètres, pour rejoindre notre lieu de travail, etc. C'est de se dire, on est une nouvelle fois pénalisé, et c'est nous qui risquons le plus d'être verbalisés. C'est compliqué, c'est difficile, et c'est pas logique. Bon, alors,
Alors, deuxième sujet, cannabis. Les choses interdites. Voilà. Encore des choses interdites. Alors, le cannabis, c'est une émission qui est eu, nous avons enregistré également en début d'année. Et le thème précisément, c'était quelle évolution de la législation, notamment en France, au regard des évolutions dans différents pays. Et notamment, c'était une promesse du candidat Macron. Et nous avions pu voir lors de cette émission que c'était quelque chose qui bougeait pas mal, mais apparemment pas trop chez nous. Voilà, alors déjà, premier petit tour de table rapide. Qu'est-ce qui s'est passé sur les derniers mois sur ce sujet ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose sur le cannabis ? Oui, non, on en est où en ce moment ? Je sens que Bernard est très attaché à ce sujet-là. Alors, on va lui laisser je crois qu'il avait avoué... Ah non, c'était pas ça. Non, c'est pas moi, on m'a dénoncé. Ah, c'est vrai. À tort ou à raison, mais peu importe, je n'ai pas revenir là-dessus. Pourvu que le mal soit fait. Moins de 0,2 ou... Voilà, alors la loi vient de fixer, on rappelle que la substance, le cannabis, ne peut pas être vendu s'il y a un taux de 0,2% de THC. C'est la substance psychoactive. Voilà. Donc maintenant, on trouve sur le marché, ça commence à arriver en France, du cannabis light, c'est-à-dire qui a un taux de THC inférieur à 0,2%, c'est ce qu'on appelle le CBD pour cannabidiol. J'ai regardé, j'ai vérifié avant de venir, cannabidiol. Bravo. Et alors, on commence à trouver à Mulhouse, il y a des espèces de coffee shop. En fait, c'est des bureaux de tabac, souvent, non ? Oui, mais non. Alors, il y en a qui versent à fond dans l'ambiance néerlandaise, avec tout ce qu'il faut pour fumer, mais ils n'ont pas le droit de dire qu'on peut fumer ce cannabidiol. Et puis d'autres qui transforment leur lieu de vente en laboratoire médical presque. Et ce sont des substances qui sont juste là pour aider à se détendre. J'ai quand même vu qu'il y avait une initiative des buralistes en France, justement, puisque j'ai même trouvé une certaine ironie qui dit Monsieur Macron, vous nous avez demandé de nous diversifier face à la baisse des recettes suite au matraquage des taxes sur le tabac. Et ben nous on se diversifie. Et ben voilà. Vous avez vu ça ? De fait, ça se répand beaucoup. Marc. Visiblement, de fait, ça se répand beaucoup. Alors moi, je suis pas en capacité de pouvoir le mesurer. 1, parce que je ne suis absolument pas consommateur. 2, parce que voilà, c'est pas un sujet qui m'enthousiasme et me passionne. Ce que je relevais, c'est la nature, semble-t-il, réaffirmée de la ministre de la Santé d'être en difficulté pour légiférer. Agnès Buzyn. D'amener vers une législation et une autorisation éventuelle du cannabis, tout en distinguant, et ça c'est le débat qui a monté depuis qu'on s'est vu, entre l'utilisation thérapeutique, en quoi le cannabis peut aider ceux qui sont malades et en particulier de souffrance contre la douleur ou pas, et puis la consommation, j'allais dire, de loisirs ou pour son bien personnel. Ou récréatif, puisque c'est le terme, par exemple, qui est utilisé au Canada, puisque le Canada, ça y est, est le deuxième pays au monde, après l'Uruguay, à légaliser le cannabis à usage récréatif. Alors, avec quelques règles, je rappelle que malgré ce qu'on pourrait penser, nous avions démontré lors de la précédente émission que aux Pays-Bas, ce n'est pas légal, voilà, c'est juste le terme légal est important. Donc à usage récréatif, effectivement, Agnès Buzyn a laissé une porte ouverte sur le cannabis à vertu thérapeutique. Effectivement, j'ai entendu ça sur France Inter, notamment. Une grande porte ouverte. Une grande porte ouverte, même, Marc. Après, c'est de voir où sont les limites et qui contrôle et qui est amené à pouvoir définir, tant dans le mode de production en tant que tel, que dans la manière de consommer quand on en a besoin sur un plan thérapeutique. Ouais, David. Alors moi, j'ai pas tellement creusé ce sujet. J'ai un peu des lacunes sur la mise à jour. J'ai eu l'impression quand même que c'était un exemple. Est-ce que c'est la même chose que pour la question de la vitesse ? Qu'il y a une sorte de collège d'experts qui essayent de conseiller en fait les législateurs pour construire leur loi et qui fonctionne pas bien en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la ministre passe à côté et n'est pas très crédible en fait. Faudrait qu'ils écoutent notre mission. Oui, peut-être. Notre émission, déjà, commencer par ça, mais en tout cas mais alors exactement. Ah ben voilà. Exactement, mais de façon un peu plus large. Moi, sur ces trois sujets-là et sur le sujet de la bioéthique, c'est encore plus flagrant. On va passer un peu plus de temps. Il y a cette question. Je sais plus. C'est une interview qui parlait de. C'est Leonetti qui parlait de ça. Oui. Qui parlait en fait de ce triangle en fait qui est là pour établir une loi et prendre des décisions. Il y a un triangle qui est constitué du peuple, des gens,
du Parlement, ceux qui votent, et des experts qui sont là pour fournir des informations. Ouais. Et fournir des informations, c'est-à-dire s'appuyer sur leur propre expertise d'experts, voilà, qui connaissent bien les sujets, mais aussi pour savoir comment est-ce qu'on peut organiser une consultation auprès de la société pour savoir ce qu'elle pense, quelle est son expertise d'usage, qu'est-ce qu'elle vit, et aussi est-ce qu'elle est prête à accepter une loi qui va se voter maintenant. Voilà. Et toute cette question-là, ce triangle un peu magique et parfois un petit peu explosif comme dans le triangle du feu pour les explosions, de savoir comment c'est bien dosé. Et j'ai l'impression que sur le cannabis, en fait, c'était parti sur une promesse de campagne, il faut faire ça, et je pense qu'ils sont pas prêts à savoir exactement quel est le bon truc. Donc ils ouvrent avec cette espèce d'alibi de l'usage thérapeutique et tout ça, qui est pour moi juste une façon de pousser le problème un petit peu plus loin en attendant d'y voir plus clair, mais je sens pas du tout une vision forte et claire sur ce qu'on va faire sur ce sujet. Ouais, et apparemment c'est une législation actuelle qui est de plus en plus difficile à défendre, quoi. On va se retrouver complètement coincé, non ? C'est-à-dire, Philippe ? C'est de plus en plus difficile par rapport aux évolutions dans d'autres pays, puis aussi parce qu'il y a des contradictions apparentes de traitement entre les atermoiements sur le glyphosate, par exemple. Ok, alors que sur le cannabis, on a une position, c'est le gouvernement et la France, de fermeté, va dire assez rétrécie, puisque la seule chose qui a changé, c'est qu'effectivement, dorénavant, c'est une amende qui a permis de désengorger les tribunaux. Donc c'est toujours un délit, mais le traitement, on va dire, est un petit peu allégé, mais j'ai le sentiment que, bien qu'évidemment je ne sois absolument pas favorable à ce que par exemple mes enfants consomment du cannabis, moi-même encore moins bien entendu, mais est-ce que ce soit une législation dans laquelle inéluctablement on va devoir évoluer sous la pression je pense que c'est une vraie tendance, quoi. Voilà. C'est ça, voilà, parce que toutes ces questions-là, c'est est-ce que la société est prête à une évolution de la loi. D'après les sondages, les Français sont prêts. Mais oui, mais parce qu'en fait, ça veut dire que la société française en particulier est prête depuis très longtemps à consommer du cannabis, puisque on est un pays qui est très grand consommateur. Alors, tous ceux qui ne consomment pas, sont comme même peut-être même certains des exceptions autour de cette table. Certains qui consomment se posent cette question est-ce que c'est bien de légaliser ? Est-ce que c'est dangereux pour la société d'autoriser quelque chose qui est quand même un produit addictif parmi effectivement plein d'autres Ce que tu dis, David, moi me paraît important. Alors, j'avoue que c'est un sujet qui me dépasse un petit peu, parce que je ne sais pas les conséquences du cannabis dans ma propre vie, dans la propre réaction de mon corps, de mon esprit, etc. Tu veux dire, tu sais pas ce que ça a fait ? Non, parce que tu l'as pas vécu. Je l'ai pas vécu. Ok, d'accord. Parce que ça ferait. Non, parce que il a oublié. Derrière, tout à l'heure, on était sur le sujet des 80 km/h sur la route. Et David vient, à juste titre, à mon avis, de parler des conséquences d'une addiction possible. Et on est dans une société où l'addiction est de plus en plus forte à des tas de choses. C'est-à-dire qui nous emprisonne, qui ne permet pas un certain développement de liberté de la vie. Et la question du cannabis, je suis incapable scientifiquement de le mesurer, mais une consommation, on le sait aujourd'hui quand même, c'est que une consommation entre guillemets trop importante de cannabis, les conséquences sur son état quand on va conduire, etc., c'est un vrai danger. C'est une vraie difficulté, comme l'alcool l'est. Alors, bien sûr, l'alcool aujourd'hui, pour la conduite, on l'a fortement régulé en tant que tel. Est-ce qu'il faudra faire la même chose ? Quelles conséquences ça a par rapport à l'autre ? Pour la conduite, c'est fait. Alors, justement, fortement la réguler. On l'a régulé, on l'interdit. Mais on l'interdit sur la route, c'est ce que je veux dire. Voilà, pour autant, je ne considère pas l'alcool comme un produit dont on ne va pas... Enfin, on essaie de réduire sa promotion, mais c'est un acte de la vie quotidienne, un plaisir de la vie même que de boire. J'ai trouvé intéressant dans un des articles de la part de quelqu'un qui est médecin, effectivement, notamment par rapport à l'ivresse, donc l'alcool, de bien distinguer un comportement qui n'est nuisible qu'à soi de celui qui est nuisible à d'autres. Oui. Apparemment, vous et moi, nous avons le droit de dépasser la dose autorisée d'alcool dès lors qu'on reste à domicile. Par contre, pour prendre le volant et du coup être un danger sur la route, c'est ultra réglementé. Et cette tribune disait, pourquoi ne pas faire la même chose pour le cannabis, puisque effectivement, c'est sur la route, le cannabis, c'est clairement très dangereux. Ils disaient, pourquoi ne pas faire la même chose ? Je trouve ça comme réflexion souvent dramatique, parce qu'effectivement, on peut le laisser dans la sphère privée. Mais on voit combien les addictions ont des conséquences, par exemple, sur la vie familiale, sur les drames qu'il peut y avoir dans les rapports entre couples, entre enfants. Là aussi, on ne peut pas banaliser les conséquences et de l'addiction
et de la consommation qui va trop loin par rapport à la relation qu'on a à l'autre. Et je crois que c'est ça le point d'attention qu'on a à avoir. C'est en quoi ce que l'on consomme peut nous amener à avoir des rapports irrespectueux, intolérables dans certaines situations avec l'autre. Et c'est en termes de pédagogie. Et c'est en termes de pédagogie, je trouve ça génial, notamment pour transmettre des messages. Mais je suis pas certain. Vous voyez comme j'ai évolué sur ce sujet, c'est incroyable. Mes fils, s'ils m'entendent, ils vont dire papa, waouh. J'espère qu'ils t'entendent. Comme des milliers de personnes. Absolument, des millions. Mais c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai évolué parce que je partage, mais alors complètement les problèmes des addictions. Et je trouve que c'est un vrai effort de pédagogie à faire plutôt que d'être dans la stigmatisation, dans la culpabilisation, quoi. Ouais, David qui dodeline. Oui, parce que en fait, effectivement, la question des addictions, moi, ça me gêne. Mais après, peut-être que des gens gèrent ça d'une façon correcte, de la même façon qu'ils peuvent gérer leur rapport à l'alcool d'une façon correcte, alors que ça peut être un produit très addictif aussi. Donc, admettons, faisons confiance qu'il y a des gens qui font ça, qui ne prennent pas la voiture après et tout ça. Mais aujourd'hui, et je me dis que c'est quand même le point, moi, qui m'ulcère le plus, en fait. Aujourd'hui, le fait d'acheter du cannabis nourrit une économie parallèle, c'est ce que tu disais déjà. Et moi, ça me rend malade parce que je me dis, on entretient des problèmes gravissime dans certaines banlieues où des gens ont bien mieux à faire que d'étudier ou d'essayer de trouver un travail. Ils ont bien mieux à faire que de vendre. C'est beaucoup mieux de vendre du cannabis, de la drogue. Rentable, hein. Ça veut dire que la légalisation, pour toi, permettrait de dépasser ce problème dramatique. Ben, oui. C'est ce qu'on croit comprendre, David. En fait, je me dis, si je réfléchis à qu'est-ce qui me gêne le plus dans tout ça, c'est ça. Et là, tu es relativement stable par rapport à ce que tu disais. L'interdit provoque du marché parallèle, provoque des mafias et exploite un certain nombre, en particulier de jeunes qui se font totalement avoir. Et en même temps que je dis ça, je dis objectivement, si je regarde ce qui me dérange le plus, c'est ça. Et donc c'est ça qu'il faut supprimer. En même temps, ça me fait mal au cœur de me dire qu'on va encore peut-être amener des personnes qui justement avaient peur de ce côté interdit, peut-être de consommer un produit d'addiction de plus. Le tabac, quand tu entends les buralistes, ils te disent qu'il y a un marché parallèle. Pourtant, le marché du tabac est régulé, organisé, structuré. Alors, on parlait des taxes qui sont de plus en plus fortes au point que certains envisagent de se diversifier en vendant du cannabis light. Voilà, c'est le marché parallèle, il reste quand même. Oui, surtout dans les zones frontalières. Ça reste mineur quand même, ça reste mineur. Bon. La question quand même... on va aborder balade-toi à Lyon, troisième sujet. Ce qu'on a vu dans l'évolution quand même, c'est que tu disais quelle évolution, ce qui semble-t-il est frappant dans les analyses qui sont faites aujourd'hui, c'est le développement de la vente de ces produits en dessous de 0,2 de substances actives et développement très fort. Et quelle incitation, parce que derrière, il y a quoi ? Il y a l'esprit du risque. Finalement, je peux y aller parce que ça va me faire plaisir, c'est light, et puis je ne vais pas prendre trop de risques. Du coup, où s'arrête sur ce light la dépendance que l'on peut créer sur la durée. Juste Bernard, pour détendre un tout petit peu l'atmosphère. J'ai un téléphone qui, contrairement à moi, est un smartphone, donc un téléphone intelligent, sur lequel une de mes filles, qui a dépassé la trentaine, il a besoin qu'on le rassure. m'a dit, tiens, il y a un truc qui est très... tu verras pas, il faudrait que tu installes ce jeu. C'est un jeu comme le 2048, vous savez, où il faut mettre les tuiles qui s'additionnent. C'est pas grave. C'est un jeu de longévité. On ne joue pas, voilà, on ne boit pas, mais moi, je fume pas, Bernard. Je sais. Et vous parlez beaucoup. Peut-être trop. On t'écoute pour l'instant. Non, c'était une référence cinématographique. Ce jeu, elle m'a dit, tu vas voir, tu vas être accro en 2 parties. Eh ben, je peux vous dire que je suis accro à ce jeu. Alors, c'est juste pour dire qu'il y a des addictions dont on peut sourire, et puis d'autres qui sont beaucoup plus graves. Voilà. 2 choses pour terminer. À noter qu'au Canada, il y a certaines provinces qui résistent à cette légalisation, et dont le Québec. Et puis, à chaque fois qu'on parle d'addiction, ça me fait penser, je trouve, au vide sidéral qui est proposé aujourd'hui dans notre société, à moins d'avoir une recherche soi-même, notamment peut-être de spiritualité, et qu'on nous explique un peu, mais quel est le sens de tout ça ? Et je pense qu'il y a vraiment un effort de pédagogie, notamment pour nous qui sommes dans des positions des fois de transmission, pour peut-être compenser ces manques qui font qu'à un moment donné, j'ai besoin d'addiction. Tu es quand même au cœur de ce qu'est l'essentiel et de ce qu'on a, me semble-t-il, envie de partager dans Éclairage. Absolument. C'est quelle quête
quelle quête ? Et quels sont les chemins qui nous permettent d'aller dans cette quête, de reconnaître le sens de notre existence, de trouver la joie dans notre vie, d'être bien dans la relation à l'autre. Et on voit bien que sur tous ces éléments-là, bien sûr qu'on est dans des pauvretés quotidiennes, mais qu'en même temps, des chemins sans moyens extérieurs, le propre chemin, il est en nous. Il n'y a pas de doute. Et pour nous croyants, je crois qu'il est dans la rencontre. Il n'est pas qu'en nous alors. Il n'est pas qu'en nous le chemin. Si on en tant que croyant. Si, parce que si notre réalité c'est de dire laissons Dieu habiter notre vie et faire que cette espérance, cet amour baigne notre vie et donne du sens, de la joie, de l'attention à l'autre au quotidien. Ok, donc l'être humain a besoin d'un autre plus grand que lui, en l'occurrence, que tu nommes Dieu, là. Si tu veux, mais c'est pas une substance. Ah oui, non, c'est clairement. Mais c'est un moyen, si tu veux. Et en plus, elle est en vente libre. Et gratuite, même si elle n'est pas bon marché. Dans un instant, le 3e sujet. Éclairage, éclairage, éclairage. Sur une tendance de société, sur une actualité, un débat pluriel et surtout, de bonne foi. Éclairage. Nous sommes dans une émission rétrospective et donc nous évoluons aujourd'hui en 3-2-3 et nous abordons maintenant pour terminer le 3e sujet donc que Marc nous avait annoncé. Ah non, c'était Bernard tout à l'heure. Moi. C'était David, voilà, j'avais 2 chances sur 3, c'est bien. Donc retour, terrible, hein. Non c'est pas terrible comme pronostic, j'espère. 3 ça fait 0 sur 3 là. Voilà, dans une atmosphère toujours aussi bienveillante, j'adore. États généraux de la bioéthique, c'est un sujet que nous avons abordé bien sûr dans Éclairage il y a quelques semaines, quelques mois même. Déjà, qu'est-ce qui se passe en termes d'évolution de l'actualité ? On en est où, messieurs ? Quand on l'a abordé, on était en plein cœur de la vie du débat démocratique. La phase préalable. La phase préalable. Okay. Quand même, retenir, puisque le débat public s'est terminé à la fin du mois d'avril, quand même 65 000 contributions sur le site internet. Ça n'est pas rien. De nombreux débats dans toutes les régions de France, des vrais dialogues qui se sont mis en place. 271 débats. En même temps, et c'est ce que met en avant le président du comité consultatif, c'est que le constat qu'ils font, et je pense qu'il est juste, c'est que ceux qui ont contribué et participé à ces dialogues, ce sont des gens qui s'intéressent à cette question-là et qui ont déjà une certaine forme d'expertise. Et que le regret qu'il avait, et je crois que c'est une vraie question dans un débat démocratique de ce type-là, c'est comment faire que le grand public, ceux qui sont assez éloignés de ces questions-là, puissent aussi apporter leur contribution. Ouais, je rappelle que ce qu'on avait dit lors de la précédente émission sur le sujet, c'est qu'effectivement ces états généraux lancés le 18 janvier sont une phase préalable pour une révision qui est prévue dans la loi de la loi bioéthique, donc qui aura lieu fin de l'année, voilà, tout à fait, de 2011, qui est donc une phase de préalable qui mêle experts et avis, on va dire, populaires. Merci d'avoir rappelé quelques chiffres. Et du coup, que maintenant on a les résultats en fait. C'est un rapport de 200 pages. Oui. On a une synthèse. C'est un rapport de synthèse, mais on n'a pas l'avis du comité consultatif qui ne le donnera que, je ne sais pas, mais c'est bientôt en fait. Est-ce qu'il n'y a pas déjà des indices sur ce qu'ils pensent ? À la fin de l'été seulement. Un petit peu. Oui, okay. Est-ce qu'il n'y a pas des indices sur ce qu'ils pensent ? Parce que moi j'ai l'impression que les résultats sont gênants en fait. Oui, ils s'étaient un petit peu positionnés déjà un peu et ils se sont rendus compte que parmi les contributions, il y avait quand même pas mal de gens qui étaient mobilisés, mais c'est peut-être pas très étonnant, pas mal de gens qui étaient mobilisés contre la PMA pour toutes. Soyons concrets, David. Et qui sont même intervenus pour reparler de l'euthanasie qui n'était pas forcément mise vraiment à l'ordre du jour, de la révision, pour redire que c'était pas encore prêt, quoi. Qui avait été quand même rajouté, David, et c'était une surprise que ça devienne le 9e sujet, alors qu'effectivement il n'était absolument pas prévu que ça rentre dans le cadre de cette redéfinition de la loi sur la bioéthique. Il avait été rajouté, là aussi par rapport à certaines pressions populaires, de lobbying, etc. Aujourd'hui, il s'avère,
et c'est clairement posé, là encore, par Agnès Buzyn, ministre de la Santé, mais par le gouvernement, c'est que tout ce qui concerne la fin de vie ne rentrera pas dans le programme des lois sur la bioéthique, de la rénovation des lois sur la bioéthique, mais certainement sera l'objet d'un nouveau chemin, ce qui était mis en avant aussi dans l'observation, mais qui était déjà un constat dont on avait beaucoup parlé lors de notre émission du mois de mars, c'est que sur cette question de la fin de vie, le constat, et je crois que c'est le constat premier, principal, vraiment à prendre en compte, c'est que la loi qui date maintenant depuis près de 3 ans, n'est pas appliqué en France et que tout le dispositif d'appel à mieux terminer sa vie, à être dans un certain confort pour terminer sa vie par les soins palliatifs, est aujourd'hui encore une pratique marginale en France. Alors moi j'ai lu quand même principalement des choses, pas sur ce sujet, mais sur 2 sujets très clivants, PMA et GPA, parce que tu disais tout à l'heure, est-ce que la société est prête ? Avant cet état préalable, certains disaient, je pense que la société est prête. Et là, Jean Leonetti, le même, dit, le gouvernement est allé trop vite, manifestement, 2 choses une, ou bien la société n'est pas prête, ou bien les contributions ont été trustées par les anti-GPA et les anti-PMA. C'est l'accusation qui est faite. Oui. Jean Leonetti le dit sur la PMA ? Alors il dit pas, en fait quand il peut-être sur l'ensemble de cette phase, peut-être pas spécifiquement. Je crois qu'il est toujours sur son sujet de prédilection, qui est le sujet sur lequel il a travaillé, de la fin de vie. Et là, il a dit, on ne peut pas. Il parlait aussi de la PMA pour toutes. Mais ce qu'il voulait dire, je pense, c'est que c'est pas que la société n'est pas prête, c'est-à-dire que pas prête en immédiat, c'est il voulait dire ça, mais il a aussi rajouté, c'était aussi que ça nécessitait plus de temps d'information de la population pour qu'elle puisse vraiment prendre le temps de contribuer et de s'élargir. En étudiant le rapport, là, j'ai vu qu'en fait, il y avait j'avais pas noté ça tout de suite, un comité citoyen qui avait été créé pour ce travail, constitué de 22 personnes qui ont été tirées au sort d'après une liste qui avait été de volontaires qui avait été demandée par un organisme de sondage, en fait, et qui ont été tirés au sort. Et ceux-là étaient censés ne pas avoir d'opinion et ne pas être mobilisés, et ils se sont réunis pendant 8 jours, c'est-à-dire 4 week-ends, pour étudier ces sujets et donner leur avis. Et moi je me dis, voilà, le comité consultatif avait 2 missions qui sont pas forcément toujours évidentes, mais d'une part de donner son avis d'expert et en même temps d'organiser la consultation de la façon la plus neutre possible, ce qui est pas toujours évident de faire les deux en même temps, et de faire le plus neutre possible et de vraiment faire participer la société française. Et là je pense qu'on est encore des bébés de la démocratie dans ce domaine-là. On a plein de choses à inventer. Il y a plein de mouvements qui font ça, qui par exemple, je repense à la réflexion sur refaire une constitution. Il y avait des personnes qui disaient il faut créer une constituante, il faut tirer des gens au sort pour pendant plusieurs mois réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire comme loi, comme nouvelle constitution. Et ces sujets éthiques-là sont importants, non seulement pour les questions de PMA, de fin de vie, mais moi je pense que c'est des questions immédiates qui sont importantes, mais qui sont presque petites par rapport à tous les problématiques qui vont arriver par la suite avec vraiment le développement des techniques biologiques, informatiques et tout ça, qui vont nous faire exploser toutes nos questions. Et là, si on s'est pas équipé pour que on arrive à décider à 65 millions de personnes qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse et comment on se tient les coudes et on prend des décisions, ça va pas être évident, parce que sinon ce qui va se passer, c'est qu'on va subir finalement les choses et la loi ne va être faite que pour rattraper un état de fait imposé. Mais là, a priori, quand même, si c'est imparfait, si c'est peut-être encore un peu rapide, et le gouvernement s'est donné le temps, sauf que j'ai le sentiment que le résultat ne leur plaît pas trop, ça les arrange pas, parce qu'il y a plein de contre, et puis du coup, il y a quoi ? C'est le manif pour tous d'un côté, ça va les influencer. Non, peut-être pas. Sur la PMA, GPA, précisément, apparemment, apparemment, c'est contre. Apparemment, il n'y a pas de conclusion claire et tranchée qui se met en avant. Alors effectivement, il y a eu ce que met en avant Delfraissy, le président du comité d'éthique consultatif, c'est qu'ils ont pu observer, ce qui je crois n'est pas faux, qu'il y a eu une mobilisation des contre nettement plus forte. Et que, en résultat, dans un débat dit démocratique de consultation sur Internet, il est difficile de voir ces petits et de voir si le résultat de ces débats, et donc le résultat de la synthèse, tu disais la synthèse est un peu tronquée, c'est très compliqué de voir si effectivement c'est une synthèse qui reflète l'état de la préoccupation de l'opinion française ou pas.
Ça, je crois que c'est compliqué. Ce que je trouve intéressant, c'est que, et là aussi le président Delfraissy le met en avant, c'est que il y a des attachements très forts qui sont ressortis. Premier attachement, et qui va amener des contradictions, l'autonomie de la personne, l'autonomie du choix de la personne, sa liberté de pouvoir faire ce qu'il, entre guillemets, a envie de faire. Et 2, et ça, je crois que c'est quand même une des grandes craintes par rapport à la PMA et surtout la GPA, c'est le risque de commercialisation de l'être humain en tant que tel, dont on avait beaucoup parlé. Tout à fait. Donc là, c'est des points mis en avant avec une nouveauté qu'il met et qui, je crois, est vraiment à prendre en compte dans la manière dont parlait David, comment ce débat démocratique sanitaire peut évoluer demain. C'est quand même une résistance, voire une défiance vis-à-vis du corps médical et du corps scientifique devant les développements des évolutions scientifiques, mais au service de quoi et dans quelle maîtrise. Et aujourd'hui, cette sphère médicale et scientifique qui avait une aura remarquable, cette aura est un peu attaquée en disant on ne peut pas faire n'importe quoi. Bernard, j'ai envie de rebondir sur ce que disait David tout à l'heure où il parlait de ce fameux triangle. Ouais. Et on est là effectivement dans une situation où le côté expert du CCNE, donc du comité consultatif, et le côté législatif après qui va revoir la loi se trouve avec une troisième phase du triangle qui en fait ne leur semble pas consistante. Ouais. Pas suffisamment consistante pour que le triangle tienne. Moi, j'ai quand même l'impression que si les résultats avaient été dans le sens de ce qu'ils veulent, ils auraient dit, voilà un bel exercice démocratique, c'est super, vous voyez, on a le Stampfel, comme on dit ici, et puis là, mais peut-être que ce sont les antiques qui sont mobilisés, donc du coup, c'est pas représentatif, il faut voir. Si je partage éventuellement ton avis, Philippe, mais quand même, je te trouve bien sévère. Ah oui, je suis très sévère. Non, bien sévère parce que je suis pas sûr que ça soit juste. Il peut y avoir une analyse de la manière dont ce débat s'est produit et des résultats, et un questionnement par rapport à cela. Pour autant, le comité consultatif met en avant que c'était une première qui a remarquablement fonctionné. Et que là aussi, c'est le rôle de chacun, c'est d'apporter une synthèse. Mais ô combien on sait combien il est difficile de faire une synthèse d'un débat comme ce type-là. Et puis la deuxième, c'est maintenant, ils vont prendre leurs responsabilités d'experts, faire des propositions, avant que nos parlementaires, qui certainement auront aussi un dialogue avec leur opinion publique à l'intérieur de leur circonscription, devront se prononcer pour faire évoluer la loi sur la bioéthique. Et c'est pas les plus simples. On va devoir vraiment. Moi, je dirais aussi, c'est un début encore imparfait, mais je pense que c'est quand même une initiative intéressante d'avoir organisé cette consultation. Il faut l'encourager. Et je pense même que c'est bien que le gouvernement soit peut-être, je sais pas, mais peut-être il est insatisfait du résultat, parce que je pense que ça va le motiver peut-être à mettre encore plus de moyens sur une consultation très large et tirée au sort, parce que je pense que c'est quand même un outil qu'il faut utiliser pour vraiment arriver à des alternatives. C'est-à-dire qu'il faut mettre un petit peu de méthode statistique là-dedans pour au moins dire la société française est comme ça. Mais effectivement, des contributions volontaires, on connaît les biais habituels, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. Il y a plein de choses à lire en tout cas. Ok, écoutez, pour cette émission rétrospective, nous avons évolué en 3, 2, 3. Voilà, bravo, super. On s'en souvient, t'as vu ? On s'en souvient très bien. J'aurais aimé quand même qu'on évolue en 4-4-2 ou en, je sais pas, parce que du coup, on n'a absolument pas parlé de la Coupe du Monde de football, qui mobilise quand même une grande partie. Justement, moi je pense que là, c'est peut-être le temps d'y aller pour les prochains matchs. Bien, écoutez, à très bientôt à l'antenne. Au revoir à toute l'équipe. Et merci Philippe pour la rentrée, tout à fait. Pour l'idée de cette émission et pour la belle année qu'on a passée ensemble. Et bon été à chacun et à chacune d'entre vous. Et bien voilà, c'est parti. Au revoir.